Frère, lève-toi. Ne dors plus. Fais quelque chose. Pas forcément dans l'immobilier. Quelque chose parfois que tu avais commencé, comme moi d'ailleurs, que tu avais abandonné. Je pense qu'il est temps. Tu peux reprendre tes activités et en faire mieux, éviter les erreurs que tu as eu à faire. Apprendre de tes erreurs, sois plus organisé, éduque-toi sur tes finances, arrête de jouer au boss. Je t'en cherche encore, frère. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Van Beverly Mollet. Je vous recommande de suivre la chaîne IFK TV et en même temps abonnez-vous. Vous savez ce qu'il faut faire, partager afin que la chaîne puisse aller de l'avant pour nous servir de la plus bonne des manières. Merci. C'est bon. Bonjour à tous, je suis Précis Mionzi, présentateur de l'émission À l'écoute de son parcours. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de recevoir un grand homme, un grand monsieur, avec des capacités intellectuelles incroyables, avec des explications explicites. Donc, il s'agit de monsieur Van. Avec lui, nous avons parlé de son parcours, de son entreprise, de tout ce qu'il a fait. En fait, l'objectif, c'est de motiver, booster et tout ce que vous savez. Et en même temps, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et surtout pour soutenir la chaîne. Il y a des numéros que nous allons laisser aussi. Si vous voulez contacter M. Van ou nous contacter nous, en tout cas ne vous inquiétez pas, à travers les numéros que nous avons affichés, tout va sortir là-bas. Donc n'oubliez pas de liker, de partager comme je l'ai dit, pour que la chaîne soit encore plus visible. Merci. Monsieur Van, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous recevoir chez vous. Comme je vous avais dit, l'objectif c'est de parler de vous principalement et beaucoup plus de votre parcours entrepreneurial, peut-être scolaire ou familial aussi. Bon, on verra ce qu'il faut. Mais avant tout, j'aimerais que vous puissiez vous présenter pour des gens qui ne vous connaissent pas, tout en faisant votre mini-biographie si possible. Ah ouais. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Van Beverly Mollet, entrepreneur, en tout cas entièrement. Je consacre tout mon temps dans ma vie d'adulte à entreprendre. Et comme parcours, je suis licencié en langue et civilisation africaine. J'ai fait pas mal de formations gauche-droite jusqu'à subir une formation qui m'a donné un diplôme en marketing et gestion d'entreprise. Alors, ce que je pourrais encore ajouter, en entrepreneuriat aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise connue au nom de MVB Immobilier. C'est une agence immobilière évoluant dans plusieurs services qu'on va découvrir certainement tout au long de notre podcast. Et je suis congolais d'origine. Voilà. Naturellement. Ouais, ça se fait voir. Oh, bien sûr. Et je suis père d'une fille. Je pense que c'est tout. Oh, merci pour ces informations. Déjà, c'est très intéressant. Surtout que vous avez déjà entamé avec l'entreprise. C'est vrai qu'on va y arriver. Mais j'aimerais qu'on parle un peu des débuts d'existence, c'est-à-dire où vous êtes né, dans quelle ville, même s'il n'y a plus de dates exactes. Okay. On peut quand même essayer de faire avec. Oui, le nom des parents, si possible aussi, parce que c'est le moment aussi de les honorer. Et justement, ça c'est pas faux. Okay. Alors je suis le fils de Monsieur Mouillet et de Madame Mbama Aimé, ma mère. Je suis né à Sibiti vers les années 90. D'accord. Et je pense que c'est tout. Il n'y a pas de soucis. Et dans la famille, vous êtes au nombre de combien, si ça ne vous dérange pas aussi? Nous sommes 6. 6. Donc vous êtes né d'une famille de 6 personnes. Effectivement. Voilà. Et vous avez décidé aussi donc de poursuivre des études jusqu'à arriver jusqu'à Brazzaville. D'accord. Mais déjà parcours primaire certainement, parce qu'on ne peut pas arriver jusqu'à l'université sans avoir déjà le CEP, sans avoir non plus le BPC. Et le bac aussi a été déjà validé, si on peut dire comme ça. Oui, ça c'est. Au moins au niveau du bac, ça peut remonter en quelle année, s'il y a encore des dates précises? J'ai un bac datant de
2015. 2015. Pas de souci. 2015, d'accord. Et finalement, vous allez décider de venir à Brazzaville pour poursuivre les études. Naturellement. Nous savons très bien, je ne vous coupe pas, que hier c'était 12 départements, à notre époque. Voilà. Donc les étudiants, les élèves de 12 départements après les bacs étaient contraints de venir ici. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On trouve la tendance des instituts un peu partout. Autrefois, la seule université que nous avons, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, c'est l'université Marien Ngouabi. Donc forcément après le bac, l'élève est contraint de quitter ses parents pour venir commencer la vie d'adulte et la vie d'étudiant à Brazzaville, forcément. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et donc, de façon générale, voilà un peu ce que je peux dire. Et au niveau universitaire, vous avez fait faculté de lettres et sciences humaines, notamment dans quel département? J'étais en LCA. LCA, et qui signifie quoi déjà? C'est la langue et la civilisation africaine. D'accord. Et là, vous allez sortir avec une licence en littérature et civilisation africaine. Comment a été votre parcours universitaire? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez surmonté ça aussi? Ah ouais, parlons des difficultés, je pense que s'il y aura la chance, certainement les étudiants qui vont suivre ces podcasts, si j'ai dit le contraire, j'essaierai peut-être lapider s'il faut le dire. Parce que être étudiant, déjà, c'est pas facile, surtout quand tu es loin de tes parents. Il y a une réalité cachée qu'on ne voyait pas étant chez les parents. Une fois à l'université, on rencontre que la vie n'était pas du lait. C'est là où tout devient compliqué. Déjà, l'université ne te permettra pas de vivre normalement parce que tu dois courir derrière les UV, il faut valider, tu as des rattrapages, tu as des cases vides. Surtout ça. Donc après, s'il faut dire les difficultés, c'est les mêmes difficultés que rencontrent plusieurs étudiants. Et moi d'ailleurs, je ne pense pas que j'ai fait le miracle. Je suis passé par le même chemin que les autres, même difficultés d'ailleurs, pour ne pas en citer étape par étape. Il n'en reste plus que des souvenirs. Je pense que pour les jeunes frères qui vont suivre ces podcasts, en tout cas, venez. Je pense que les autres qui ont pu avoir la licence, le master, le doctorat, ne sont pas des dieux. Donc si on vous dirait aujourd'hui que la difficulté tue, je ne pense pas que ce soit le cas. Ça peut te rendre fort, si tu es fort d'ailleurs. Et donc c'est réservé à ceux-là qui peuvent supporter. Évidemment, vous avez déjà répondu à une question que j'avais posée tout de suite. On va donc s'en passer. À l'université, vous êtes là, vous faites des études, vous avancez, ça s'avance bien également. Il n'y a pas trop de difficultés comme telles, il n'y a pas d'idée d'abandonner non plus. Il n'y a pas aussi question de voir à gauche ou à droite. Est-ce que lorsque vous étiez étudiant, vous avez essayé de mêler les études avec des petits jobs comme on le dit? Est-ce que ça a été aussi votre cas? Oui, ça, on ne peut pas en passer. Déjà, Brazzaville nous a appris qu'est-ce que c'est le marketing du terrain. Évidemment. Et quelles sont ces activités que vous avez eu à exercer? Alors, je n'étais pas comme les autres à cette époque. Il y a de ceux qui ont embrassé faire le marketing des produits gauche-droite. Il y a de ceux qui travaillaient dans des kiosques gauche-droite. Alors moi, j'avais en moi l'ADN d'entrepreneur, ça je dois le dire. Je l'ai reconnu quand j'ai commencé ma vie d'étudiant. Il fallait que je m'en sorte parce que j'aime être indépendant à la base. Et il a fallu juste pour moi un temps pour me ressourcer du plus profond de moi-même et ressortir le vrai moi qui vous parle aujourd'hui. Ce n'est pas en gros le fruit d'un hasard. Le vrai moi qui vous parle aujourd'hui, en gros, c'est les difficultés de l'université, la vie d'adulte qui m'ont permis aujourd'hui à créer la boîte. Je vous raconte l'histoire rapidement. J'ai créé la boîte pourquoi? MVB Immobilier aujourd'hui, je vais sauter sur ça rapidement. C'est une entreprise qui évolue dans l'immobilier. Le fond derrière, sinon la motivation, c'était quoi? Moi, avant de venir, après le bac, il fallait qu'on me trouve un studio. Étant très loin, il fallait qu'on me trouve un studio. On appelait gauche-droite. Vous savez comment les parents sont, du côté maternel, paternel.
Dans les deux cas, en tout cas, personne, sinon dans les deux familles, il n'y avait aucune place pour moi. Personne n'est porté garant. Justement, il n'y avait plus de la place. Et donc, il était question que mon père me trouve un studio. Chose qui était très difficile pour lui. Il était contraint de faire le voyage, me trouver le studio. Les démarcheurs l'ont fait chier. Il est arrivé pour me trouver un studio. Ça l'a pris 7 jours. Il était logé à l'hôtel, le déplacement. Et toutefois, quand il appelle un démarcheur qui utilisait des tableaux gauche-droite, il fallait payer la visite. Et on lui propose des maisons qui ne répondaient pas à ce que lui recherchait pour moi. Et aujourd'hui, nous avons Internet. Il y a des démarcheurs autant pour moi. Gérer tout par téléphone des touches. 0 image, on te rassure, et tu viens, tu arrives, c'est pas le cas. Et donc le papa, sinon mon père, a dépensé beaucoup en termes d'argent pour m'avoir un studio de 25 000 francs. Une semaine, logé à l'hôtel le prenait 25 000 francs le jour, vous pouvez faire les calculs rapidement. Il devrait se déplacer, toutefois il faut payer. Il faut payer les visites des démarcheurs. Il fallait se nourrir pendant les 7 jours. Son déplacement, l'aller-retour, l'a coûté également. Donc quand vous faites la somme, vous allez vous rendre compte que ça m'avait choqué. Et au final, la pression que j'ai recevée, c'était quoi? Les concours, c'est dans quelques jours. Donc il fallait que je vienne pour les concours comme tout étudiant au début. Le délai et trouver la maison, les deux coïncidaient. Et donc je suis arrivé quand même par précipitation, malgré moi. On m'a trouvé un studio, il fallait commencer. Alors quand j'arrive, s'il faut répondre comme ça, quand j'arrive, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait réfléchir à comment trouver la solution. Parce que je savais que derrière moi, mes sœurs et mes frères également devraient avoir le bac les années qui vont suivre pour venir. Et ça devrait être logiquement le même problème. Et en quelque sorte, les étudiants de 12 départements de cette époque venaient à Brazzaville. Ils étaient certainement confrontés à ces mêmes problèmes. Les parents, peu importe le statut, paysans ou pas, mais une mère peut s'offrir le luxe là de trouver un studio de 15 000 à son fils. À cette époque, il n'y avait que Chardon Farel pour la transaction d'argent. Et pour les maisons, il n'y en avait pas. Déjà, moi, je ne connaissais pas l'histoire des démarcheurs. Je connaissais pas. J'ai vécu chez mes parents, je ne connaissais pas c'est quoi louer la maison. Donc quand j'arrive, j'ai remarqué qu'à Brazzaville, il y a une tendance des démarcheurs. Et dans des coins et recoins de la ville, vous pouvez compter quelques ruelles, vous verrez un tableau écrit « maison à louer » et tout ce qui va avec. Je participe à une conférence. Le jour là, c'est le jour où, aujourd'hui, s'il faut peut-être consacrer une journée pour fêter, c'est ce jour-là que j'ai eu l'idée de lancer MVB Immobilier. J'assiste à une conférence, une collègue m'avait invité, je ne voulais même pas d'ailleurs. Je ne voulais même pas. Je rentre, j'assiste. On est en train de décorer une fille, une jeune dame, je pense on avait pratiquement les mêmes âges, qui avait, selon les organisateurs de l'événement, lancé une marque de bissap emballé. Ce qu'elle avait fait, c'était quoi? Avoir un beau packaging, l'emballage est propre, bien designé. Elle a présenté devant tout le monde dans une grande salle. C'était au palais du Congrès. Et la dame a été décorée. Et je me dis, mais finalement, le bissap, tout le monde peut le faire. Elle a apporté une touche. Et c'est cette touche-là qui a fait à ce qu'elle soit décorée. Je sors de cette conférence avec une énergie de vouloir moi aussi commencer. J'ai écouté des projets des autres dans la salle. Inventer ceci, révolutionner tel secteur. Je me dis, tiens, finalement, en écoutant les experts dans la salle, l'entrepreneuriat, c'est résoudre un problème. Et dans la vie, nous avons tellement de problèmes. Et moi, le seul problème que je voulais résoudre à cette époque, c'était comment faire à ce que les étudiants de 12 départements trouvent des maisons après le bac. Je devais être celui-là qui devait jouer le rôle des ponts entre Brazzaville et les autres localités. J'ai créé ma première page Facebook. Parce qu'on nous a dit, il faut commencer avec ce que tu as. Moi, je n'avais pas la possibilité de faire des tableaux comme les autres. En même temps, étudiant, je crée ma page. C'était même pas MVB Immobilier, c'était MVB Universel. Je voulais faire du tout. Dans l'espoir que si l'immobilier ne marche pas, je peux faire des chapiteaux à louer, je peux être commissionnaire de voitures, j'ai mélangé le tout. Et ça n'a pas donné. La première maison que j'ai eu à commercialiser, à mettre sur ma page, c'est un studio dans la même parcelle là où je vivais à l'époque. Il y a une voisine qui est sortie, la maison est restée vide. Je filme la maison avec mon L6, un petit téléphone vecteur à l'époque. Je filme la maison, je publie sur ma page, c'est une première publication. Je publie, 2 semaines après, 0 like, 0 commentaire, 0 partage, pas de clients.
Et c'est un autre démarcheur qui vient loger la même maison. Parce que ça a tellement traîné, je n'arrivais pas à trouver des clients. C'est là où j'ai compris que l'idée, c'est bon, il fallait accompagner d'autres éléments pour faire avancer le projet. Et effectivement. Donc aujourd'hui, s'il faut dire que les difficultés, j'en ai connu. Et la motivation, en tant qu'étudiant, à cette époque, c'était de résoudre un réel problème que je suis en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Et s'il faut dire un mot encore, je ne sais pas si je vous laisserai le temps d'avancer. Okay, donc s'il faut dire encore un mot, c'est que les entreprises que vous voyez, c'est peut-être pas le fruit d'un claquement de doigts. Aujourd'hui, moi, quand je vous parle de MVB, j'ai commencé avec MVB depuis 2016. Ça fait aujourd'hui presque 9 ans ou 10 ans, je pense. 10 ans, 9 ans. Depuis 2016, je suis dans MVB Immobilier. Les rechutes, j'en ai eu 0 like, 0 commentaire, 0 partage. C'est frustrant. J'ai abandonné le projet, je n'en voulais plus. Je me suis lancé dans d'autres projets. Dans la tête, je voulais bien. Pas de vision claire. L'idée était là, résoudre un problème. Résoudre le problème seul ne suffisait pas. Je me suis arrêté là. Il fallait se comporter comme un étudiant qui se cherche. J'ai fait du marketing à Sweet Life Agency, une agence de mannequinat. J'étais le responsable communication de cette agence. Monsieur Chris, je te salue. J'étais le responsable communication de cette agence. Dans l'espoir, comme étudiant, après l'école, justement. Et après, vous savez que quand vous travaillez chez les gens, et surtout si vous avez une grande vision, si la personne ne vous valorise pas, c'est difficile. J'étais obligé finalement de partir. Et après, il fallait que je crée à côté une activité qui devait me générer des fonds directs. J'achète un parfum. Je ne peux jamais oublier ce nom. Soft. Je pense qu'il y a de ceux qui en connaissent un peu plus. Je mettais le parfum Soft. Étant étudiant. Et il y avait une fille dans ma classe, elle s'appelait la japonaise. Coucou. Je pense qu'elle veut s'en souvenir. Je mets le parfum Soft. Elle tombe amoureuse du parfum. Je ne sais pas pourquoi. Par l'odeur, ce qui paraît, ça sentait bon et tout. Elle me demande combien est-ce que ça coûte. C'est là où j'ai lancé mon projet Keren Shop, qui porte d'ailleurs le prénom de ma fille. C'est là où je lance le projet. Il dit, mais combien ça coûte? J'ai dit, non, mais moi, je l'ai acheté à 1500 à poto. J'ai dit à la dame, le parfum coûte 5000. Elle dit, non, on ne discute pas. J'ai dit, bon, j'ai quelqu'un qui peut te proposer ça à 3500. Emmène-moi demain, là où tu achètes. Qu'est-ce que je fais? Je ne l'ai pas emmené directement parce qu'après, on a d'autres courses à faire. C'était des raisons que je donne à la dame. Sincèrement, je n'en voulais pas. Est-ce que ces raisons-là étaient pour augmenter l'envie de la dame ou bien vous savez que les caprice ou bien... Vous savez que les femmes, des fois, aiment trop taquiner aussi parfois. Parfois, c'était l'ironie. 3, 4, 5 jours, elle insistait. C'est là où je lui ai dit, bon, donne l'argent, je te ramène le produit demain. Elle m'a remis 3500 francs. Après l'école, Poto, Bayardel, c'est pas loin. Je descends à Poto à pied. J'achète mon parfum 1500 demain. Je livre à la dame. Je me suis fait une petite marge. Et gloire à Dieu, c'est sa copine également qui s'est intéressée selon la dame. J'ai dit, mais finalement, mon déplacement. Toi, je t'ai vendu ça à 3500, mais elle, je pense qu'elle doit payer un peu plus cher. Peut-être 4000 euros. Elle a payé à 5000. Le même parfum, je suis réparti le lendemain et ça m'a fait un chiffre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai acheté maintenant en demi-douzaine. Parce que je recevais de mes parents de l'argent presque 2 fois dans le mois. C'était quand même des grosses sommes à cette époque. J'étais un peu gâté, voilà. C'était quand même des grosses sommes. J'ai pris l'argent de mon père, l'argent qui était considéré comme ma pension alimentaire et tout ce qui va avec, universitaire et tout ce qui va avec. J'ai acheté des demi-douzaines de 2 paquets de soft et j'ai pris le Boss. C'était même pas le vrai Hugo Boss. On a écrit Boss avec 2 O, bizarre. Je viens à l'école avec, je signe une stratégie avec mes amis. Le but c'était quoi? Leur offrir des parfums en bon. Donc pour payer de façon échelonnée sur une durée de 2 semaines. Le parfum que j'ai acheté à 2000 à cette époque, j'ai revendu à 7000 après une semaine. Et ça m'a fait un chiffre. Si vous avez la possibilité de projeter les images, vous pouvez en faire. Le concept a pris la forme. J'étais le premier à lancer une parfumerie à la poudrière. En partant de cette idée. J'ai eu les agents commerciaux qui ont fait le terrain avec les sacs. Certainement, vous avez eu à rencontrer même d'autres. J'étais derrière le projet. Étant étudiant, je me suis fait un peu d'argent.
J'ai pris le risque de louer un local à perspective d'avenir. Vous savez certainement, pour ceux qui connaissent Brazzaville, l'arrêt auto-école. La boutique Marlène, je suis en face. J'ai pris une boutique qui me coûtait 70 000 francs le mois. J'ai lancé une grande parfumerie avec un chiffre costaud. Donc si on comprend bien, c'est là-bas que vous avez commencé vos débuts d'entrepreneuriat. Sinon, c'était la première entreprise ou bien... S'il faut parler en termes d'entreprise, c'est la première parce qu'elle est légalement conçue avec les documents. C'est la première entreprise, parlons ça comme ça. La première entreprise, c'est mon projet de parfum. Et donc, je ne sais pas s'il y a lieu d'ajouter les éléments là-dessus. Non, ça va. À ce niveau, je pense que ça nous rassure quand même. Okay. Mais ce que nous voulons plus savoir aussi, c'est vrai, vous vous êtes lancé, vous avez fait, mais avant ça, est-ce qu'il y avait comme un leitmotiv ou encore des rêves qui vous animaient déjà, peut-être autant que petit, ou bien c'est venu juste comme ça? Parce que dans la vie, il y a aussi ce qu'on appelle des rêves. Justement. Vous, à votre niveau, ça a commencé depuis quand vous sentez que je dois faire ça, je dois me lancer comme ça. D'accord. Alors, je suis déjà né d'une famille des commerçants. D'accord. Déjà, mon père, c'est un grand opérateur économique. Donc, c'est dans l'essence, c'est dans l'ADN. Ça, je confirme directement. Ok. Et c'est pas venu comme ça. Le rêve, comme tout enfant, je voulais être pilote. Quand je vois les autres piloter les avions, j'ai dit, oh, voilà mon rêve en l'air. Okay. Oui. Après, est-ce que mes parents avaient les moyens nécessaires pour les études? Je pense pas. Mais comment vous avez quitté le pilote, le rêve de pilote, jusqu'à poursuivre vos études et peut-être créer la grande marque aujourd'hui qui est MBV? Justement. Le rêve reste le rêve. Et c'est en face qu'on remarque la vraie réalité du rêve en fait. Le rêve va avec le moyen. Et ici, il faut peut-être dire à un jeune qui a un rêve, c'est de ne pas abandonner. Le rêve, on peut le segmenter. On segmente le rêve, on le met en arrière-plan. On essaie d'abord de batailler pour avoir ce qui te permettra de vivre d'abord provisoirement. Et si tu as les moyens nécessaires, pourquoi pas continuer avec les rêves? Mais si on n'a pas, change de rêve en fait. Ça peut devenir périmé après. Et là, c'est l'occasion, nous allons parler grandement ou bien ouvertement de l'entreprise comme telle, avec le local que nous avons aujourd'hui, qui est si beau. Je vous félicite déjà d'ailleurs parce que entreprise, je vous connais pas mal. Mais, vous voyez, en fait, pour nous jeunes que nous sommes, voir un frangin arriver à ce niveau, très souvent on pense à d'autres pratiques, on pense à autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette tendance d'abord, qui pense que pour atteindre un niveau donné dans l'entreprise ou bien n'importe où, il faut peut-être passer par des voies mafieuses? D'accord. Même ces voies-là, je pense, on peut vous donner tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas des vraies racines, tout va tomber en fait. C'est démontrer, ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans des jeux du hasard finissent pauvres. C'est parce que la vraie motivation derrière n'y est pas. Je vous ai dit, je ne suis pas aujourd'hui MVB parce que j'en voulais. Non, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est un projet que j'avais à un moment mis en pause, je vous ai dit, par rapport aux résultats qui ne venaient pas. Donc quelque part, il y a aussi de la patience qu'il faut mettre. Justement. S'il y a un conseil que je peux dire à quelqu'un, si vous voyez des grandes entreprises aujourd'hui, gauche-droite, rassurez-vous que ces grandes entreprises ont eu à traverser des moments de vaches maigres. Vous allez vous rendre compte que ces grandes entreprises, s'ils avaient le temps, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de raconter au moins leur parcours, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui ont bataillé. Derrière, il y a eu un monsieur qui a failli abandonner même le projet, qui a peut-être abandonné le projet, et aujourd'hui ça a marché. Pour marcher, c'est quoi? Il faut attendre beaucoup d'années. Les années d'apprentissage, les années de dur labeur, les années de sacrifice, les années d'organisation, les années de discipline, de développement personnel. L'entreprise n'est pas ce que nous voyons. Derrière, il y a beaucoup d'aspects. Un entrepreneur est d'abord quelqu'un qui doit vivre avec les entités, sur beaucoup de plans. Aujourd'hui, un jeune entrepreneur, nous les jeunes entrepreneurs, c'est une tendance. Je suis CEO, je suis manager. Oui, c'est très bien. Ces titres-là, moi, j'aime bien. Mais au fond, est-ce que toi-même, tu es en mesure de supporter la pression derrière? Donc l'homme doit se construire d'abord. Je vous ai dit, les entreprises en annexe m'ont permis
de comprendre qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Les échecs que j'ai eu à faire m'ont permis aujourd'hui d'être stable dans ce projet. Aujourd'hui, si on peut faire un mois sans recette, mais je saurais comment supporter la pression derrière. Mais hier, ce n'était pas le cas. À chaque difficulté, la première idée qui nous venait, c'est d'abandonner. Donc, s'il y a un jeune entrepreneur aujourd'hui, cher ami, ce n'est pas en 2, 3, 4, 5 jours que ton projet va marcher. C'est un processus. Et le processus prend du temps. Aujourd'hui, MVB, je vous le dis, ça m'a pris du temps. Si vous pouvez calculer, de 2016, aujourd'hui 2026, il y a eu des temps morts. Il y a eu des moments où on a abandonné même le projet. J'ai commencé le projet seul. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, avec l'expérience du terrain, avec l'expérience des autres, avec les formations gauche-droite, avec les mentors que nous suivons tous les jours, j'ai compris beaucoup de choses. C'est d'abord, c'est discipliner sur les finances en fait. Sincèrement. Un jeune Congolais, quand il a 1 million, c'est la fête. Il bloque l'entreprise, il va fêter soit à Dubaï, il revient, c'est le chiffre d'affaires qui est parti. Un jeune entrepreneur aujourd'hui, quand il a 2 millions, c'est d'abord acheter la voiture au lieu d'investir sur la production de l'entreprise. C'est ce qui nous tue parfois. Donc aujourd'hui, chers amis, s'il y a quelque chose à dire concernant la question, c'est de dire aux gens que les difficultés, nous en aurons toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, d'abord, c'est la guerre. Je te dis vrai, c'est un combat sans gants. C'est à main nue. Et quand c'est des frappes que tu reçois, rassure-toi que tu auras des impacts. Ça va laisser des traces. Ça peut rendre des jeunes fous, l'entrepreneur que tu vois là. Ça peut rendre des jeunes fous, sincèrement. Parce qu'il y a la pression derrière, surtout ceux qui se lancent. Vous allez remarquer que la plupart des jeunes entrepreneurs, dans le souci de plaire, mon local n'était pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, vous dites que c'est beau. Mais j'ai commencé avec quoi? Je vous ai dit, j'étais seul avec ma page Facebook. Le local est venu, pourquoi? Parce que derrière, quelqu'un a su maintenant gérer ses finances. Quelqu'un a su comment gérer les entrées et comment gérer les sorties. Et là, vous m'inspirez à une question. Quels sont les... Selon vous, bien sûr, parce que chacun de nous a sa conception. Justement. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je prendrai peut-être 3. Ou bien, vous pouvez nous parler de 3. Quels sont les 3 piliers fondamentaux de l'entrepreneuriat pour qu'un jeune puisse bien avancer? 3. D'accord. Déjà, le premier pilier sur les 3, le premier c'est de choisir. Choisir donc le choix. Tu fais d'abord le choix du secteur d'activité dans lequel tu peux te positionner. Parce que la tendance, aujourd'hui, c'est démontré, les gens se lancent par mimisme en fait. Oui, tout le monde aujourd'hui veut se diriger vers l'agriculture. C'est devenu une tendance pour les jeunes. Frère, je vous ai épargné l'agriculture. Je suis d'abord villageois, je vous ai épargné l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, le projet que tu veux te lancer, choisis quelque chose que tu peux faire avec capital humain, toi-même comme produit. Tu peux devenir conférencier, tu peux devenir consultant par rapport à tes compétences. L'entreprise, c'est résoudre un problème. Le choix que tu dois faire doit aller avec tes ressources. Il y a de ceux qui ont des projets costauds. Ça, c'est bien. Est-ce que tu as les moyens qui vont s'en suivre? Parce que, à savoir aussi, chaque projet dépend d'une somme d'argent. Justement. Oui. Parce que sans argent, les rêves peuvent se noyer aussi dans la mer de l'oubli. Justement. Donc, du coup, il faut avoir peut-être... Maintenant, la deuxième... Le deuxième pilier, en dehors du choix, c'est de comprendre est-ce que tu as des ressources nécessaires pour supporter ton choix. Donc, il faudrait là avoir des ressources. Nécessaires. En dehors de l'argent, il y a de ceux qui ont de l'argent, mais qui ne peuvent pas supporter leur choix. Évidemment. La ressource dont tu parles ici, c'est d'abord toi-même qui est le vrai problème. Parce que tu restes le seul produit de ton produit. Tu es censé avoir les ressources nécessaires comme fondation en fait. Oui, tu as choisi de devenir conférencier, tu as choisi de devenir consultant. Est-ce que tu peux passer des heures devant les gens? Si c'est non, apprends. Tu as choisi la cuisine. Est-ce que si on te parle de la cuisine sénégalaise, européenne, tu es en mesure de présenter un plat? Si ce n'est pas le cas, tu apprends. Le choix est là. Mais accompagne ton choix par un apprentissage. Donc, quelque part, il faudrait aussi apprendre encore et encore.
Justement, tu dois apprendre encore et encore. Le jour où tu vas t'arrêter à apprendre, rassure-toi que c'est le jour-là que tu vas mettre fin à ton projet. Le projet, il faut l'actualiser chaque jour. Un entrepreneur, c'est un apprenti. Et c'est pas un jour, c'est tous les jours que tu dois apprendre. Le jour où Messi va dire stop aux entraînements, c'est le jour-là que son talent va baisser. Et finalement, le troisième pilier, justement, on peut conseiller aux jeunes entrepreneurs que nous sommes. Voilà. Le troisième pilier, c'est de faire associer les meilleurs dans le projet. Les meilleurs dans le projet. Oh oui. Tu fais le choix, tu as la compétence, alors seul tu pourras pas en faire. C'est quand tu vas t'épuiser, le projet s'arrête. Fais appel aux amis, ça commence toujours comme ça. Même les grands orchestres que nous avons commencent toujours quelque part dans les quartiers. On ramasse d'abord les amis, les talentueux, il est bassiste, il est soliste, il est guitare. Voilà, on ramasse toujours. Toi, tu peux chanter, mais seul, tu ne peux pas créer un orchestre. Le choix, tu as fait, tu es musicien. Voilà l'exemple. La ressource que tu as, c'est ta voix. Tu t'entraînes tous les jours, oui. Est-ce qu'en même temps, tu peux jouer au drum? Est-ce qu'en même temps, tu peux être là comme arrangeur? Tu peux pas. Tu fais venir les meilleurs dans les projets et c'est comme ça que vous pouvez avancer. Voilà le troisième pilier. Et quelle est la ressource la plus fondamentale pour une entreprise? La ressource, est-ce l'aide humaine ou bien les fonds ou quelque chose d'autre que ça? D'accord. La ressource la plus fondamentale pour une entreprise? Je dirais c'est la ressource humaine. La ressource humaine, oui. Ça. Je vous explique rapidement. Celui qui a les meilleurs employés au monde, rassurez-vous, c'est celui-là qui a déjà réussi sa vie à moitié. Aujourd'hui, il y a de ceux qui ont la ressource financière et ils ont des mauvais travailleurs. Ils finissent toujours par faire faillite. L'inverse donne la réussite. Tu as une très bonne équipe. La vision est claire. Ton équipe t'accompagne normalement. Que ça marche ou pas. Vous réfléchissez ensemble sur comment trouver des solutions. La meilleure ressource, c'est la ressource humaine. L'argent, vous pouvez en avoir. Vous avez un chiffre d'affaires de 100 millions, c'est bien beau. Vous allez vous rendre compte, si le kit n'est pas au rendez-vous par rapport à l'alignement de la vision, vous allez faire faillite. Chacun va chercher à tirer le pain de son côté, à voler d'ailleurs même tout ce que vous aurez comme patrimoine. Lancer les mêmes projets, devenir concurrent, c'est ça le problème. Mais quand vous avez une ressource humaine bien stable, en partant de l'idée, la main d'œuvre, chacun joue son rôle comme les fourmis. Vous allez vous rendre compte que vous allez construire quelque chose de solide et de constant. Je vais prendre un exemple rapidement. L'entrepreneuriat, pour les jeunes qui sont déjà au niveau, prenons le niveau 3, vous devez jouer sur deux aspects, la durabilité et la rentabilité. Pour qu'une entreprise soit durable, il faut qu'il y ait les gens derrière pour soutenir le projet. Pour que ça soit rentable, les gens qui sont derrière ne sont pas derrière pour faire de l'ombre ou encore jouer la déco. Juste le jeu de nombres. Ces gens-là vont travailler à ce que le projet soit rentable. Sincèrement. Et si vous recrutez des gens qui sont opposés à la vision, rassurez-vous. Mais quels sont les critères que vous obligez ou bien que vous recherchez lorsque vous recrutez? Parce que l'entreprise, il y a aussi côté management, côté recrutement, côté... Bon, je passe. Mais vous, quel est l'objectif fondamental? C'est que vous visez lorsque vous recevez quelqu'un pour le recruter. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Bon, déjà, premièrement... Les gens qui cherchent du travail, ça est là. D'accord. Déjà, même là, nous recrutons, nous avons lancé vous pouvez un appel d'offres. Nous recrutons un agent du terrain. Voilà. Donc, les critères que nous recherchons, c'est quoi? Déjà, la qualité pour un recruteur, c'est de savoir lire entre les lignes. On ne voit pas l'aspect. Premièrement, il y a ceux qui tombent savoir lire entre les lignes. Ah oui. C'est-à-dire pour nous qui ne comprenons pas lire entre les lignes. Voilà. Voilà pourquoi il est important, avant chaque recrutement, qu'il y ait un entretien. Okay. L'entretien, c'est le moment où vous allez vous échanger avec la personne en face. Ce qui fait la force des enquêteurs, c'est l'art de poser des questions. La vraie motivation, c'est lié à travers les yeux. Sinon, le reste, c'est la poule dans les yeux, en fait. La vraie motivation, c'est lié à travers les yeux. Et le premier regard de la personne peut te dire tout. Et un recruteur doit parler sur 20 et laisser l'employé, sinon celui qui vient chercher le boulot, parler sur 80%.
Donc, Tu lui, poses laisser les le temps 20% là, c'est juste des questions. Les questions doivent être pertinentes et tu le laisses tout dire. Et en ce qui concerne les questions, là, c'est quel type de questions par exemple? Super. Genre, si vous pouvez donner un exemple. Super. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ceux qui ont des CV fake. C'est-à-dire? Des gens qui ont une compétence incroyable, surtout. Ils ont, tout, en fait. justement, parlons des centres d'intérêt, c'est des gens qui aiment la lecture, qui aiment écrire, mais qui n'ont jamais certainement fini 2 pages d'un roman. Oui. Il y a des ceux qui parlent l'anglais dans les CV, dans la vraie vie. Quand tu lui dis tout slip, il s'est dit tout slip, c'est 2 slips. Ne coupez pas, hein, voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que le CV est parfois faux. Okay. Le CV est parfois faux. Donc, les questions que nous posons, sincèrement, c'est de savoir où est-ce que tu as déjà travaillé. Vous allez vous rendre compte qu'on exige 5 ans d'expérience, ce n'est pas pour rien. En dehors de la boîte, on peut se dire, oui, un jeune qui sort de l'école, pourquoi vous lui demandez 5 ans avant de le recruter? Mais c'est stratégique. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé n'aura pas la même charge de pression, sinon n'aura pas la capacité de supporter la pression que quelqu'un qui a déjà travaillé. Voilà pourquoi dans de grandes entreprises, on recrute que ceux qui sont mariés. Si tu n'as pas une bague, rassure-toi qu'il y a d'autres postes que tu ne peux pas toucher. Peu importe ton talent. Ah bon. Parce qu'un parent... c'est là pour quoi en fait? Mais un parent est déjà à moitié... C'est de la responsabilité, ou de l'autorité, de la dignité ou... Quelqu'un qui gère une femme à la maison et des enfants est censé mieux se comporter avec ses collègues. Les enfants sont déjà chiants. La femme, emmerdeuse parfois. Mais c'est un monsieur qui s'en sort, 5 ans de relation, avec 4 enfants. C'est un monsieur... il peut gérer l'entreprise. L'entreprise, c'est le stress. L'entreprise, c'est à la limite... Je l'ai dit, l'entreprise peut rendre quelqu'un fou. Il y a des surprises parfois désagréables. On n'a même pas parlé des impôts. On n'a même pas parlé des charges. L'entreprise, c'est... En gros, tu es proche de l'enfer. Ça chauffe tellement. Et l'entreprise, c'est comme le match. Tout peut basculer, même à la seconde de la fin. Donc après, si vous voulez recruter quelqu'un, mais il doit être en mesure de supporter tout ça. Et l'aspect sur la rémunération. Parce que quand la personne vient, oui, son salaire. Quand vous voulez recruter quelqu'un, la personne va vous dire, vous allez me payer combien? Même le recrutement qu'on a lancé, sinon tous les recrutements que je lance, les gens me demandent toujours, c'est combien le mois? Ce qui l'intéresse, c'est d'abord combien il va gagner le mois. Mais moi, en tant que recruteur, ce que j'attends de lui, qu'est-ce qu'il peut apporter dans la boîte? Ça veut dire que dans le recrutement, ce n'est pas le salaire qui compte, mais c'est ce que la personne va apporter dans l'entreprise. C'est-à-dire que si la personne apporte plus de potentialités, plus de qualités, plus de revenus mensuels aussi, cela peut tout d'un moment changer son salaire ou bien... Déjà, en recrutant, on a besoin d'avancer. On ne recrute pas pour reculer. On recrute pour avancer. Donc vous, si vous voulez que je vous recrute, ce que j'attends de vous, c'est de me dire quel serait l'apport, la partition que vous allez faire pour faire avancer la boîte. Aujourd'hui, il y a des ceux qui ont une licence en histoire géo, qui travaillent à la mairie. C'est pas ce qu'ils ont fait à l'école. Il y a de ceux qui ont fait économie, qui se retrouvent aujourd'hui dans les kiosques. Oui, justement. Non, imaginez-vous... C'est même la tendance. Justement. Et ces personnes-là, je vous dis, ces personnes-là acquièrent de l'expérience dans des petits kiosques que vous voyez là. C'est des gens qui gèrent les problèmes quotidiennement. Les retours des clients. Donc après, si quelqu'un me dit, j'ai déjà travaillé dans un kiosque, ça me rassure légèrement. Parce que je peux imaginer rapidement quelles sont les difficultés que quelqu'un peut rencontrer dans un kiosque, par exemple, de transactions monétaires. On s'est dit oui, parfois des retours, l'argent envoyé à un mauvais destinataire. Et comment la personne arrive à gérer tout ça, par exemple? Des manquants, par exemple. C'est stressant, je vous dis. Et quand une personne a déjà géré, quand tu vois le CV de 2000 temps à 2000 temps, voilà pourquoi c'est important de mettre les dates. Ça permet au recruteur d'avoir une idée. Oui, la personne a travaillé de 2023 jusqu'en 2025. Ça veut dire en 2 ans, si elle travaillait de façon assidue, elle peut acquérir de l'expérience. Et cette expérience, moi, comment est-ce que je peux l'utiliser dans la boîte? Tu me présentes ton CV, tu es informaticien. Mais par rapport à ce que j'ai lu en toi, je te change de département.
le recruteur, c'est comme le coach. C'est lui qui te place par rapport à ta compétence. Non, toi, tu dois être là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qu'on découvre dans la boîte. Il est rentré comme chauffeur. Mais après, on découvre qu'il a une licence. C'est là où on les place maintenant ailleurs. Mais sinon, au départ, il a présenté un talent qui était beaucoup plus centré sur ce que le recruteur voyait. Je vois. Un EVB immobilier actuellement, bon, c'est vrai, on ne peut pas classer ça peut-être parmi les top 10, mais dans le coulisses, ça travaille aussi quand même. Et ça, je l'avoue, je vois beaucoup de vos publications, de vos retours aussi, ça donne. Alors, par rapport au début et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Voir l'entreprise au début et aujourd'hui, quel est le rêve que vous pouvez vendre à ceux qui vous écoutent, par rapport à votre parcours aussi? Alors, pour éviter que ce soit comme des politiciens, à une question, ils répondent d'une autre manière. Je veux faire le résumé de tout ce que j'ai dit. Je vous ai dit que le rêve, on l'abandonne parfois, si les moyens n'accompagnent pas. Donc aujourd'hui, si on me demande la question qui est là, je veux juste tout simplement dire que je ne suis pas encore arrivé par rapport à la vision, mais je suis déjà en train de bâtir quelque chose de solide, comme a su bien dire mon frère. Je ne suis pas encore fier pour le moment par rapport à la vision, mais je vous dis, je suis sur la bonne voie. Donc d'ici peu, certainement, ça va donner. Et je ne suis pas seul. Hier, j'étais seul. Aujourd'hui, j'ai toute une équipe derrière. J'ai un conseil juridique, j'ai une comptable, une secrétaire, des responsables commerciaux. En tout cas, c'est toute une équipe derrière qui travaille. Donc s'il y a quelque chose à féliciter, c'est peut-être mon sens d'organisation. Sinon, en termes de résultats, vous pouvez remarquer que le fait de s'asseoir ici, il y a eu quand même un investissement fait en fonds propres. Bien sûr. Je ne suis pas parti prendre l'argent à la banque. C'est l'argent de l'immobilier qui finance l'immobilier et qui finance certainement nos projets que vous voyez aujourd'hui. Donc s'il y a un conseil à dire à un jeune frère, c'est de se comporter comme un enfant. La marche vers la réussite en entrepreneuriat, c'est comme l'image d'un enfant qui apprend à marcher. C'est démontré scientifiquement qu'un enfant, avant de marcher normalement, trébuche, sinon tombe 2000 fois. Je n'ai jamais cru à ça, mais je pense que ça peut être vrai. Un enfant tombe 2000 fois avant d'apprendre à bien marcher. Donc un entrepreneur qui se lance, rassure-toi cher ami, tu vas passer par ces étapes. Le problème c'est quoi? C'est quoi l'objectif d'un enfant qui tombe? C'est de s'élever, se relever, apprendre, s'adapter au rythme, faire un premier pas, un deuxième, jusqu'à lâcher les mains et voilà, il commence à courir. Très bien. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs. Vous savez, dans chaque parcours, comme dans chaque entreprise, il y a toujours des erreurs, il y a quelque chose que nous commettons, que nous regrettons peut-être après. Donc, avec vous, quelles sont les 3, toujours je m'arrête à 3, graves erreurs que vous avez commises qui vous ont causé vraiment préjudice dans votre avancement? D'accord. Parce que question de permettre aux gens de savoir, donc désormais moi je ne dois pas passer par là, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. 3 erreurs graves que vous avez commises. Alors aujourd'hui, s'il faut citer ces 3 erreurs, il y en a vraiment assez. Ah oui, voilà, je m'arrête à 3. Les 3 erreurs, la première, déjà le secteur de l'immobilier, c'est un secteur où l'image est biaisée en fait. C'est une image déformée de son sens. Un démarcheur est associé à quelqu'un qui a faim, à la limite un mendiant, quelqu'un qui a raté sa vie. Et donc, en embrassant ce secteur d'activité, j'étais déjà classé parmi ces mendiants. Déjà, j'avais du mal, comme erreur, j'avais du mal à accepter le mot démarcheur. Et c'était une grosse erreur que je faisais. Donc, je voulais faire du démarchage, mais en cachette. Donc, je ne voulais même pas que les gens sachent que je suis démarcheur, en fait. C'est une grosse erreur. Et aujourd'hui, vous l'acceptez? Mais j'ai même un livre, certainement vous en aurez, je vais vous présenter l'exemplaire. Je suis impatient. Le livre s'appelle « L'art de devenir un démarcheur immobilier à succès ». Aujourd'hui, quand je prends le titre « démarcheur », c'est fait à dessein. C'est pour que les gens comprennent qu'un démarcheur, c'est un facilitateur. C'est un mot français, c'est pas un mot congolais d'ailleurs. Donc quand on dit démarcheur, c'est un facilitateur. Moi, je joue le rôle de pont entre vous qui cherchez le bien et le propriétaire qui vend. Sous d'autres cieux, nous sommes des négociateurs pour vous. Voyez-vous, dans tous les domaines du monde, il y a des démarcheurs, des facilitateurs. Partez au parquet pour rechercher votre casier judiciaire. Un démarcheur va vous accompagner. Partez à la préfecture, vous allez vous rendre compte que dans tous les cas, dans tous les domaines, ceux qui partent à Dubaï
Pour le tourisme, on rencontre des marcheurs. Il y a même des ministères en dessus. Le ministère de la coopération, c'est la coopération. Donc ça, c'était la première erreur pour moi, de ne pas accepter le titre de démarcheur. Et ça m'a empêché de faire plusieurs transactions. Je ne voulais pas accepter ça en fait. Je me voyais... Sans ça, vous aurez dû arriver à un niveau très avancé. Peut-être. Maintenant, la deuxième. Ok, la deuxième erreur, c'était de me conformer comme tout le monde. Quand je dis comme tout le monde, les anciens disaient qu'il faut faire ci. Ah, donc vous avez voulu faire comme les autres. Logiquement, je voulais faire comme eux. Et après, les énergies derrière, le savoir, l'expérience de plusieurs années, les échecs de gauche-droite, il fallait finalement... Et l'apprentissage, je vous ai dit. Le fait que j'apprenais l'entrepreneuriat, je faisais de l'entrepreneuriat ma vie. Parce que je n'ai pas voulu être fonctionnaire, sinon je serais quelque part moi aussi. Je me suis dit, si je rate ici, c'est fini pour moi. Donc, le fait d'accepter que ma seule source de vie, c'est d'entreprendre. Soit entreprendre ou mourir. Il fallait donc que j'accepte d'entreprendre. Et là, en acceptant d'entreprendre, c'est là où je suis sorti du conformisme en fait. Parce que je voulais faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde, c'est quoi? C'est dire au client, non, la visite c'est 5 000 francs, après on doit laisser. C'était une grosse erreur pour moi. J'ai raté beaucoup d'opportunités à cause de ça. Non madame, s'il vous plaît, si la maison ne vous plaît pas, en tout cas, parlez parfois comme... Pas de négociation. Pas de négociation. Un mois de caution, c'est comme ça, après on doit laisser. C'était la pharmacie, frère. On ne discute pas les prix. Et c'était une grosse erreur pour moi. L'immobilier, c'est le relationnel. L'immobilier, c'est le portefeuille, c'est le contact. La personne que tu fais, que tu traites mal aujourd'hui, rassure-toi, parfois c'est la cousine de quelqu'un qui a 10 immeubles, parfois ailleurs, qui pouvait te confier. Et c'était une grosse erreur pour moi de vouloir me conformer comme tout le monde. Et la troisième? La troisième, c'était de ne pas, je regrette jusqu'aujourd'hui, en tout cas de ne pas prendre, à l'époque, parce qu'aujourd'hui tout s'est fait normalement, de travailler de façon désorganisée. Je l'ai dit rapidement, je n'avais pas une structure sur mon poste de travail. Je n'avais pas de bureau, pas de quoi, mais étant démarcheur de façon informelle et indépendante, j'avais du mal à noter parfois certaines demandes. Et j'ai raté une grosse vente qui certainement devait me donner du punch. Parce que je n'avais pas la notion de l'organisation, de structurer mes demandes. Les gens m'appelaient, un client qui m'appelle aujourd'hui, j'ai besoin d'une maison. J'ai dit d'accord, je vais gérer. Un autre client qui m'appelle, j'ai besoin d'une parcelle. Et après, je ne notais pas. Le jour où je tombe sur une offre, la cliente, je vérifie dans mon répertoire, je ne reconnais plus le nom de la personne. Et quelques temps après, la dame m'a appelé. Comme quoi, monsieur, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas encore trouvé la parcelle? Le monsieur qui m'avait donné la parcelle, je cherche son numéro, je n'en trouve plus. Vous voyez comment que la grosse erreur, le désordre, c'était l'erreur que j'ai regrettée. Et ce jour-là, j'ai raté une grosse vente. La dame était partante avec ses fonds, 25 millions. Donc, je devais empocher 2 500 000 de commissions. À mes tout débuts, je pense que ça devait faire beaucoup d'affaires. Ça devait m'aider à faire beaucoup de choses. Le manque d'organisation. Le manque d'organisation. Et après, accumuler tout ça, il fallait investir. Quand je me suis dit, je veux investir dans l'immobilier, les gens m'ont dit, mais non, attends, tu vas gagner combien? Il faut payer ceci, des travailleurs. Non, frère, c'est mieux de commencer comme ça, de façon indépendante. Il y a des vieux qui ont construit comme ça. Il fallait donc sortir de ce cercle-là, faire des choses de façon différente. Je pense que je ne suis pas le seul. Il y a d'autres qui en font aussi. Force à tout le monde. Je pense qu'ensemble, on ira très loin. En tout cas, M. Van, petit à petit, nous tendons vers la fin. Je pense que ce serait vos derniers mots même. Si vous avez un message à passer peut-être à votre personnel, sinon les présenter si possible aussi. Sinon, l'objectif, c'est de fixer notre caméra et de dire à un jeune quelque chose que vous n'avez pas encore dit, ce qui sort de vous. Comme ça, que ce soit le personnel ici présent, tout le monde, partout au monde, qui va tomber sur ce podcast, qu'il y a quelque chose de miraculeux qui va booster en fait leur trip afin qu'ils doivent avancer. D'accord. Alors je pense que face à la caméra, ce que je peux dire c'est quoi? J'ai dit aujourd'hui merci à mon équipe. Je ne sais pas si vous remarquez, je ne parle pas de moi sans pourtant dire de nous aujourd'hui. Ma force vient de mon équipe.
ce que nous formons une seule équipe. Donc en équipe, chacun fait son petit métier. Enfin, chacun joue sa partition, prenons ça comme ça. Donc à mon équipe, je vous dis merci pour les efforts consentis, le temps consacré, les énergies derrière, le travail abattu jusque-là. Je pense que vous pouvez faire mieux et c'est ensemble qu'on va le faire. S'il y a un mot à dire aux jeunes qui nous suivent, en tout cas, chers amis, je pense que ce qui sort du cœur touche le cœur. C'est un podcast sans filtre. Rien n'a été monté, pas de répétition, et c'est mon cœur qui te parle. Jeune roi, je sais que tu es parfois roi. Jeune frère, l'entrepreneuriat que tu entends gauche-droite, c'est devenu aujourd'hui comme un effet de mode. C'est réel, les réalités derrière. Mais je pense que s'il y a des gens qui arrivent à en faire, il y a des gens qui arrivent à en sortir, je pense que toi également tu peux les faire. Le problème c'est que tu t'embrouilles trop. Est-ce que tu as faim? Le problème c'est ça. Quelqu'un qui a faim n'aime pas de discours. Quelqu'un qui a faim se lance à trouver quelque chose à manger. Cher ami, est-ce que tu as faim? La vraie question c'est ça. Est-ce que tu as faim? Si tu as faim, rassure-toi que tu vas réussir. Parce que celui qui a faim peut quitter Diata jusqu'à Talangaï pour chercher à manger. Sauf si tu as des parents riches, ton avenir est déjà tracé. Si ce n'est pas le cas, si tu es comme nous autres là, frère, lève-toi. Ne dors plus. Fais quelque chose. Pas forcément dans l'immobilier. Quelque chose parfois que tu avais commencé, comme moi d'ailleurs, que tu avais abandonné. Je pense qu'il est temps. Tu peux reprendre tes activités et en faire mieux, éviter les erreurs que tu as eu à faire. Apprends de tes erreurs, sois plus organisé, éduque-toi sur tes finances, arrête de jouer au boss. Tu t'en cherches encore, frère. On est où là? Donc travaille encore dur, je pense que tu peux faire mieux. Voilà. Si tu veux lâcher, rendez-vous au sommet. Mais je pense que tu vas le faire. Van, merci. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette initiative de vous écouter, vous, par rapport à la chaîne, et par rapport à tout? Non, mais félicitations, mes chers amis. Sincèrement, je suis très ému de voir le sens d'organisation, ton équipe et le projet. Je pense que c'est ce genre de projet qui nous manquait pour faire valoir ce que nous avons comme énergie derrière, comme travail derrière. Ça met en lumière le talent de beaucoup de jeunes. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'accompagner le projet dans nos différentes manières de faire. Je pense que vous ne serez pas en marge. Après moi, je pense que quelqu'un d'autre va passer. À celui-là, donne la chance à d'autres également pour vendre leurs services, pour mettre en avant leurs différents projets et pour permettre aussi à la chaîne de grandir. On va s'abonner, on va donner de la force.